À 81 ans, Cora Whitfield découvrit que pour ses propres fils, elle était devenue un fardeau qu'il ne savait plus comment porter. Une vieille femme dans une maison qui, doucement, avait cessé d'être la sienne. Tandis que Gerald et Theo étaient assis en face d'elle avec des expressions répétées et des brochures imprimées, lui montrant un établissement avec un éclairage doux et des repas à heure fixe, Cora ne dit rien. Elle se contenta de croiser les mains sur ses genoux et pensa à un vieil acte de propriété rouillé au fond de son sac de voyage. Un lopin de terre dont personne n'avait parlé depuis des années, ce que ses fils appelaient oublié, Cora l'appelait inachevé. Et ce qui l'attendait sur cette parcelle sauvage et abandonnée de la région des collines de Texas allait choquer chaque personne qui l'avait un jour sous-estimé. Avant de reprendre, dites-nous d'où vous nous regardez. Et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné, car demain, je vous ai réservé quelque chose de très spécial. Cora Whitfield avait vécu avec son fils aîné, Gerald, pendant 2 ans, depuis qu'une légère attaque avait suffisamment effrayé la famille pour qu'ils insistent sur le fait qu'elle ne pouvait plus rester seule dans la petite maison qu'elle possédait depuis des décennies. Elle n'avait pas voulu partir. Cette maison à Kerrville avait été la sienne pendant 31 ans. La cuisine où elle avait mis des pêches en conserve chaque mois d'août. Le porche où elle avait lu pendant des étés entiers. Le jardin dont elle s'était occupée comme d'un deuxième enfant. Mais Gerald avait été persuasif et Theo l'avait soutenu et finalement Cora avait fait ses valises et conduit vers le sud jusqu'à San Marcos, où Gerald et sa femme Patricia vivaient dans une grande maison moderne avec un espace ouvert et une chambre d'amis qui sentait légèrement la peinture. C'était il y a 2 ans et pendant ces 2 années, la maison de Gerald était restée la maison de Gerald à tous les égards importants. Ce n'était pas que quelqu'un était ouvertement méchant. Gerald subvenait à ses besoins. Patricia gardait la chambre d'amis propre. Theo appelait chaque dimanche sans faute, bien que les appels durant rarement plus de 10 minutes. En surface, tout ressemblait à une famille qui prenait soin des siens. Mais Cora en ressentait la vérité de manière plus subtile. Dans la façon dont Patricia expirait lentement quand Cora entrait dans la cuisine en traînant les pieds pendant la préparation du dîner, ne disant jamais rien, mais ne faisant jamais vraiment de place non plus. Dans la façon dont Gerald baissait légèrement le volume de la télévision quand elle entrait dans le salon, un petit signal inconscient que sa présence avait interrompu quelque chose. Dans la façon dont ils avaient cessé de lui demander son avis sur quoi que ce soit, les décisions familiales, les plans du week-end, même ou commander le dîner le vendredi soir, comme si son point de vue avait une date de péremption et qu'elle avait simplement expiré. Elle avait 81 ans. Elle se déplaçait lentement. Ses mains tremblaient parfois, un tremblement apparu après l'attaque et qui n'avait jamais complètement disparu. Elle avait maintenant besoin de ses lunettes de lecture pour tout, et parfois elle se répétait sans s'en rendre compte. Ces choses étaient réelles, et elle ne les niait pas. Mais elles étaient aussi, selon elle, tout à fait gérables. Elle n'était pas confuse. Elle n'était pas sans défense. Elle était simplement vieille. Et être vieille, commençait-elle à comprendre, était quelque chose que sa famille avait décidé de traiter comme un diagnostic. La conversation qu'elle redoutait discrètement depuis des mois arriva finalement un mercredi après-midi de mars. Gerald l'appela dans le salon avec le ton neutre et prudent d'un homme qui avait répété ce qu'il prévoyait de dire. Theo était là aussi, sur le grand écran fixé au mur, son visage légèrement pixelisé par l'appel vidéo depuis son appartement à Austin. Patricia était assise sur le fauteuil près de la fenêtre, présente mais légèrement à l'écart, comme s'assoient les gens qui veulent être des témoins plutôt que des participants. Gerald avait des documents imprimés sur une table basse. C'est la première chose que Cora remarqua. Des brochures, réalisa-t-elle en s'asseyant sur le canapé, des dépliants avec des photos de personnes souriantes aux cheveux blancs, assises dans des salles communes ensoleillées. Maman, nous avons fait quelques recherches, commença Gerald, et Cora reconnut ces mots pour ce qu'ils étaient. Non pas le début d'une conversation, mais l'énoncé d'un verdict. Nous avons discuté, tous les trois, et nous pensons qu'il est temps d'envisager un cadre de vie plus adapté pour toi. Cora le regarda fixement. Quel genre de cadre adapté? Theo s'éclaircit la gorge depuis l'écran. Il y a un endroit très réputé à New Braunfels, la résidence Cedar Ridge. Il y a une aile pour les troubles de la mémoire, même si tu n'en aurais pas besoin, mais aussi des appartements en résidence-service qui sont vraiment magnifiques.
Il y a un programme de jardinage, des activités tous les jours. J'ai un jardin ici, dit Cora, où j'en avais un avant l'automne dernier. Patricia bougea dans son fauteuil. Cora, notre préoccupation concerne vraiment la sécurité. Et si quelque chose arrivait et que nous n'étions pas à la maison? Et si tu tombais? J'ai déjà vécu seul, Patricia. C'était avant l'attaque, dit Gerald, sans méchanceté, mais fermement. Maman, nous devons être réalistes. Tu as besoin d'un niveau de soins que nous ne pouvons honnêtement pas fournir. Nous travaillons tous les deux. Nous ne sommes pas à la maison pendant la journée. Si quelque chose t'arrivait ici, seul, rien n'est arrivé. Quelque chose pourrait arriver. Gerald se pencha en avant. Nous ne disons pas ça pour te blesser. Nous disons ça parce que nous t'aimons et que nous sommes inquiets. Cedar Ridge a une infirmière de garde 24 heures sur 24. Il y a des gens de ton âge là-bas, des gens à qui parler. Tu ne serais pas isolé. Je ne suis pas isolé, je suis ici avec votre famille. Le silence qui suivit ne dura que quelques secondes, mais il disait tout. Cora regarda son fils, puis les brochures sur la table, puis le visage pixelisé de Théo sur l'écran, et elle comprit avec une clarté totale que ceci non plus n'était pas une conversation. C'était une notification, poliment délivrée, mais déjà décidée. Elle tendit la main et prit l'une des brochures. Cedar Ridge Senior Living, King 4, Communauté, Soins. Elle se rassit. J'ai une question, dit-elle doucement. Qu'est-il advenu de la propriété de ma mère? La terre près de Fredericksburg, celle qu'elle m'a laissée. Gerald fronça légèrement les sourcils. Ce vieil endroit. Maman, il est à l'abandon depuis des années. Personne n'y a touché depuis que mamie est décédée. Mais c'est toujours à mon nom. Techniquement, oui, mais ce n'est qu'un terrain envahi par la végétation. La vieille maison n'est probablement même plus structurellement saine. Cora hocha lentement la tête, comme si elle ne faisait que traiter l'information. À l'intérieur, quelque chose avait changé, calme, certain et entièrement sien. Alors c'est là, dit-elle, que j'irai. Gerald la dévisagea. Maman, ce n'est pas sérieux. C'est tout à fait sérieux, dit Cora. Elle posa ses mains à plat sur ses genoux, un geste qu'elle avait toujours utilisé quand elle voulait que les gens comprennent qu'elle ne négociait pas. Je ne vais pas à Cedar Ridge. Je ne vais dans aucun établissement. Je vais sur la propriété de ma mère et je vais voir ce que je peux en faire. La voix de Théo sortit de l'écran, plus aiguë que d'habitude. Tu ne peux pas vivre sur ce terrain. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien eu là-bas depuis 20 ans. Alors j'aurai beaucoup de place pour travailler. Patricia parla avec précaution. Cora, avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas une option réaliste. Vous avez 81 ans. Cette propriété n'a ni électricité, ni eau courante, ni aucune sorte d'infrastructure. Ce n'est pas sûr. Être quelque part où l'on ne veut pas de moi non plus, ce n'est pas sûr, dit Cora. Elle n'éleva pas la voix. Elle n'en avait pas besoin. La pièce devint très silencieuse. Gerald se frotta le visage avec ses deux mains. Maman, nous ne disons pas que nous ne voulons pas de toi. Nous disons que nous sommes inquiets pour toi. Il y a une différence. Peut-être, dit Cora, mais le résultat me semble le même. Elle se leva lentement, se stabilisant avec le bras du canapé. Je serai parti d'ici la fin de la semaine. Vous n'avez pas besoin de m'aider et vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Considérez votre responsabilité comme accomplie. Elle quitta le salon avant que quiconque puisse répondre et elle ne jeta pas un regard en arrière vers les brochures sur la table basse. Il lui fallut 3 jours pour faire ses bagages. Elle fut méthodique comme elle l'avait toujours été, triant 2 ans d'affaires accumulées et décidant avec lucidité ce dont elle avait besoin et ce dont elle n'avait pas besoin. Elle prit ses vêtements, ses livres, la vieille boîte à recettes de sa mère, les petites photos encadrées qui étaient sur la commode de sa chambre d'amis depuis son arrivée. Elle prit ses gants de jardinage usés au bout des doigts. Elle prit un sac en toile rempli de fournitures qu'elle avait commandées en ligne. Un réchaud de camping, un kit de filtration d'eau, une bonne lampe de poche, un sac de couchage conçu pour les nuits froides. Gerald frappa à sa porte le 2e soir et se tint sur le seuil, la regardant plier des pulls dans une valise. « Maman, s'il te plaît, réfléchis-y. Je n'ai pensé à presque rien d'autre ces 2 dernières années, dit-elle sans se retourner. Il resta silencieux un moment.
Laisse-moi au moins t'y conduire pour que tu vois avant de t'engager. Je me suis déjà engagé, mais merci, Gerald. Il partit sans un mot de plus. Le vendredi matin, Walt Greer, son voisin de sa vieille maison de Kerrville, qui était resté en contact toutes ces années et avait conduit 2 heures juste parce qu'elle avait appelé et demandé, arriva dans son pick-up et l'aida à tout charger dans la benne. Il avait 72 ans, les épaules larges, et était profondément mal à l'aise avec ce dont il était témoin, bien qu'il le gardât principalement pour lui. Gerald et Patricia se tenaient dans l'allée. L'adieu fut raide et bref, plein de choses que personne ne dit à voix haute. Theo avait envoyé un texto la veille qui disait simplement « Maman, s'il te plaît, sois prudente. Appelle-moi quand tu arriveras. » Cora n'avait pas répondu. Elle monta sur le siège passager du camion de Walt. Ils quittèrent l'allée et elle ne regarda pas la maison en arrière. Le trajet de San Marcos à la propriété près de Fredericksburg dura un peu moins de 2 heures. La première heure, ils voyagèrent sur des autoroutes familières, le genre de larges routes texanes bordées de stations-service, de magasins d'aliments pour animaux et de quelques panneaux peints à la main annonçant des noix de pécan ou du miel. Walt conduisait calmement et ne forçait pas la conversation, ce que Cora appréciait. Elle regardait le paysage par la fenêtre et pensait à sa mère. Eleanor Whitfield avait acheté ce terrain en 1960 et un avec de l'argent qu'elle avait économisé pendant 11 ans en travaillant comme couturière. 43 acres de la région des collines, rocheux, denses en cèdre et tenaces, exactement comme Eleanor elle-même. Elle y avait construit une petite maison avec l'aide d'un voisin et de ses propres mains, planté un jardin, élevé des poules pendant un certain temps, et y avait vécu tranquillement et heureuse jusqu'à sa mort en 2003. Cora avait hérité du terrain, mais n'en avait jamais rien fait de significatif. Toujours trop occupée, toujours trop loin, se disant toujours qu'elle s'en occuperait un jour. Ce un jour s'était étiré sur 20 ans. Elle se demandait maintenant ce que sa mère penserait de tout cela. Eleanor Whitfield était le genre de femme qui faisait confiance à la difficulté, qui disait sans ironie que les chemins les plus difficiles menaient aux endroits les plus gratifiants. Cora avait toujours admiré cela chez sa mère, mais n'était pas sûre de le posséder elle-même. Ou elle commençait à penser que c'était peut-être le cas. La deuxième heure du trajet fut différente. L'autoroute laissa place à des routes de comté. Les routes de comté laissèrent place à du gravier. Et finalement, Walt tourna sur un chemin de terre plein d'ornières, si envahi par la végétation des deux côtés que les branches frottaient contre les rétroviseurs du camion, avec un son de lent applaudissement. Le GPS avait abandonné 20 minutes plus tôt, mais Cora se souvenait des virages. Elle était devenue ici enfant, et la terre avait une façon de rester dans le corps, même quand l'esprit l'oubliait. Puis les arbres s'ouvrirent, et elle la vit. La maison était petite, grise et presque entièrement dévorée par la végétation. Des lianes couvraient le mur avant des fondations à la ligne de toit, épaisses comme des cordes par endroits. Le porche s'était partiellement effondré sur le côté gauche, un coin s'affaissant vers le sol comme une épaule fatiguée. Les fenêtres étaient sombres et couvertes de décennies de poussière. Un grand cèdre avait poussé juste à côté de la cheminée et pressait contre elle avec une force silencieuse et patiente. Le jardin n'était plus un jardin. C'était une étendue sauvage d'herbes hautes jusqu'à la taille, de jeunes cèdres et de broussailles enchevêtrées qui avaient effacé toutes les limites et reconquis chaque centimètre de terrain que sa mère avait jamais lutté pour défricher. Walt arrêta le camion et resta assis à regarder. Il ne siffla pas. Il ne dit rien. Il regarda simplement. Cora regarda aussi. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. « Eh bien, dit Walt, finalement, c'est à vous. »« Oui, dit Cora, ça l'est. » Elle ouvrit la portière du camion et sortit dans l'air chaud de mars, et elle se tint au bord de ce qui avait été un sentier de jardin et regarda les ruines effondrées, enveloppées de lianes, envahies par les mauvaises herbes du rêve de sa mère. Et elle sentit quelque chose la traverser qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Pas le désespoir, pas exactement le courage, quelque chose de plus ancien que les deux, quelque chose qui attendait dans sa poitrine depuis très longtemps. Patiente comme une graine, elle enfila ses gants de jardinage. « Commençons à décharger, dit-elle. » Walt resta jusqu'au coucher du soleil. Il l'aida à forcer la porte d'entrée qui avait tellement gonflé dans son cadre qu'il leur fallut s'appuyer de tout leur poids contre elle,
avant qu'elle ne cède enfin avec un son semblable à un soupir. L'intérieur était sombre et confiné. L'air était épais de cette immobilité particulière d'un lieu qui avait été scellé du monde pendant très longtemps. La poussière recouvrait tout d'une couche douce et uniforme. Les meubles étaient sous de vieux draps comme des silhouettes figées en plein mouvement. Le plancher grinçait à chaque pas, mais il tenait bon. Ce n'était pas aussi grave que ça en avait l'air de l'extérieur. C'est la première chose que Cora remarqua, et elle s'y accrocha. La structure de la maison était intacte. La cheminée en pierre dans la pièce de devant était solide et non fissurée. La cuisine, bien que dépouillée de tout ce qui était utile par le temps et les souris, avait toujours son évier en fonte d'origine, et le long comptoir en bois sur lequel sa mère avait étalé de la pâte à tarte pendant 40 ans. L'escalier menant au loft supérieur était raide mais stable. Le toit avait fui à au moins 2 endroits, laissant des taches sombres sur les planches du plafond, mais il ne s'était pas effondré. Walt l'aida à transporter ses affaires à l'intérieur, les plaçant dans la pièce de devant où le sol était le plus plat. Avant de partir, il se tint à la porte, son chapeau à la main, avec l'air des hommes qui cherchent les bons mots pour dissuader quelqu'un sans le dire directement. Madame Whitfield, je reviendrai lundi, et si vous avez besoin de quoi que ce soit d'avant, vous m'appelez. Je le ferai, Walt. Merci pour tout. Il hocha la tête une fois, remit son chapeau et se dirigea vers son camion. Elle regarda ses feux arrière disparaître dans les arbres. Et puis, elle fut seule. La première nuit fut la plus difficile. Elle installa son sac de couchage sur le vieux canapé de la pièce de devant, après avoir retiré le drap et l'avoir secoué sur le porche pour enlever la poussière. Elle alluma sa lanterne de camping et mangea un repas froid de crackers et de soupe, en conserve qu'elle ne prit pas la peine de réchauffer, assise dans la lumière ambrée de la lanterne, avec les brides de la région des collines qui s'infiltraient par chaque interstice des murs. Des grillons, le vent dans les cèdres, quelque chose de petit qui bougeait dans les murs. Une souris ou un lézard? Un hibou quelque part, lointain et sans hâte. Elle ne dormit pas bien. Son dos lui faisait mal à cause du trajet en camion et du déchargement, et le canapé était plus court qu'elle, et à un moment de la nuit, elle entendit la pluie commencer à tomber sur le toit. Un son qui aurait été réconfortant en toute autre circonstance, mais qui ici lui rappelait simplement les taches d'eau sur le plafond. Elle resta dans le noir à écouter la pluie et à penser au visage de Gerald quand elle lui avait dit où elle allait. Le mélange de frustration et d'autres choses. Quelque chose qu'elle reconnut comme du soulagement. Le soulagement d'un homme qui avait trouvé une solution à un problème qu'il ne savait pas comment résoudre. Elle y pensa longtemps, puis elle cessa d'y penser parce que ce n'était pas utile. Et elle n'avait jamais été une femme qui dépensait de l'énergie pour des choses qui n'étaient pas utiles. Préparer et narrer cette histoire nous a pris beaucoup de d'arguments. Alors, si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne. Ça compte beaucoup pour nous. Maintenant, retour à l'histoire. Le matin, elle commença son évaluation. Elle parcourut la maison pièce par pièce avec sa lanterne et un bloc-notes, notant tout ce qu'elle observait. Fuite de toit au-dessus de la cuisine et du loft, porche avant structurellement compromis sur le côté gauche. Plomberie non fonctionnelle. Tuyaux probablement corrodés. Câblage électrique d'origine et dangereux depuis des décennies. Les souris avaient minutieusement exploré la cuisine. Une fenêtre au rez-de-chaussée avait entièrement perdu sa vitre et avait été colonisée par une vigne grimpante déterminée. Le loft à l'étage avait une fissure dans le mur extérieur assez large pour voir la lumière du jour. Elle nota tout sans faire de commentaires. Les problèmes n'étaient que des problèmes. Ils avaient des solutions ou ils n'en avaient pas. Et on ne savait pas lesquelles avant de les regarder clairement. L'extérieur nécessitait une évaluation plus longue. Le jardin, si elle était généreuse, s'étendait sur environ 9 mètres dans toutes les directions avant de se fondre entièrement dans la brousse indigène. Le jardin de sa mère se trouvait le long du côté sud de la maison. Elle s'en souvenait, mais il n'y avait plus aucune trace visible. Les vieux poteaux de clôture en cèdre étaient toujours là, à peine penchés à des angles irréguliers comme de vieilles dents, mais tout ce qui se trouvait entre eux était indiscernable de la nature sauvage environnante. Elle parcourut la propriété lentement, s'arrêtant souvent, lisant la terre comme sa mère lui avait appris à le faire quand elle était petite. La couleur du sol, le mouvement de l'eau, ce qui poussait, où et pourquoi. La terre n'était pas morte, c'est à cela qu'elle revenait sans cesse, ce qui la stabilisait lorsque l'ampleur du travail menaçait de la submerger.
Une terre négligée et une terre morte étaient des choses entièrement différentes. Ce sol était sombre et vivant. Les choses poussaient ici avec un enthousiasme formidable. Elles les poussaient simplement sans direction, sans intention, sans personne pour les façonner vers quelque chose de sensé. Elle comprenait parfaitement ce sentiment. Elle retourna à l'intérieur, prépara du café sur le réchaud de camping et commença à faire une liste de ce dont elle avait besoin. C'était une très longue liste. Elle l'écrivit quand même en entier. Demain, elle commencerait. Les 2 premières semaines furent entièrement définies par le travail et l'épuisement. Walt revint le lundi comme promis, apportant des fournitures qu'elle n'avait pas pensé à commander et une compétence tranquille qui le rendait inestimable. Il l'aida à colmater les pires fuites du toit avec des matériaux de récupération, à stabiliser le coin effondré du porche avec du bois neuf et à barricader la fenêtre cassée jusqu'à ce qu'un remplacement puisse être commandé. Il l'a mis également en contact avec un homme du coin qui installa un petit système de panneaux solaires et un générateur de secours, lui donnant une électricité de basse orne pour la première fois depuis son arrivée. Le jour où les lumières s'allumèrent dans la maison de sa mère, Cora se tint dans la cuisine et rit aux éclats, seule pour personne. Elle établit ses routines comme elle l'avait toujours fait, par la répétition et l'obstination. Elle se levait à l'aube, faisait du café, parcourait la propriété pendant 30 minutes avant que la chaleur du jour ne s'installe. Elle passait les matinées au travail physique, défrichant les broussailles autour de la maison, arrachant les lianes des murs extérieurs, coupant les jeunes cèdres qui s'étaient semés partout avec l'ambition particulière des cèdres du Texas. Elle passait les après-midi à s'occuper de la maison elle-même, nettoyant, organisant, rendant l'intérieur vivable par étapes. Son corps résistait au travail d'une manière qu'il ne faisait pas il y a 20 ans. Le bas de son dos envoyait des signaux clairs chaque soir, indiquant qu'il avait atteint sa limite bien avant qu'elle ne soit prête à s'arrêter. Ses mains, malgré les gants, se couvraient d'ampoules puis durcissaient. Elle se déplaçait lentement et délibérément, de la manière dont les gens se déplacent lorsqu'ils ont appris à respecter leurs propres limites sans être vaincus par elles. Elle prenait des pauses qu'elle n'aurait pas prises à 60 ans. Elle se reposait sans culpabilité. Gerald appela le 10e jour. « Maman, tu as fait passer ton message. Ça suffit maintenant. » « Je n'ai fait passer aucun message, Gerald. J'ai déménagé chez moi. Cet endroit n'est pas ta maison. Il l'est maintenant. Comment vont les enfants? » Il soupira lourdement. « Ils vont bien, maman. Sérieusement. »« Bien. Embrasse-les pour moi. Je dois retourner au travail. » Elle raccrocha et retourna dehors. La découverte eut lieu un jeudi après-midi de sa 4e semaine sur la propriété. Elle avait méthodiquement parcouru la maison et avait gardé la pièce du fond pour la fin. C'était l'atelier de sa mère, l'endroit où Eleanor Whitfield avait passé ses soirées à une longue table en bois, entourée de choses auxquelles Cora n'avait jamais prêté beaucoup d'attention enfant. Des bouquets de plantes séchées suspendues aux poutres du plafond, de petites bocaux étiquetés alignés sur des étagères, des carnets empilés avec la précision soignée de quelqu'un qui considérait ses archives comme importantes. La pièce était fermée à clé quand Cora était arrivée. Il lui fallut 2 semaines pour trouver la clé, petite et en fer, cachée dans la doublure d'un vieux manteau dans le placard de la chambre, comme si sa mère l'avait délibérément cachée ou avait simplement oublié où elle l'avait mise. Quand Cora ouvrit enfin la porte de l'atelier et entra, l'odeur la frappa en premier. Sèche, herbacée et complexe, comme un mélange entre une pharmacie et une forêt. Remarquable. Elle pensa qu'après 20 ans d'abandon, la pièce conservait encore si fortement ce parfum. Elle resta un long moment sur le seuil avant d'entrer complètement. Les bouquets séchés s'étaient depuis longtemps effrités, réduits en poussière et en tiges squelettiques qui se brisaient au toucher. Les bocaux sur les étagères étaient encore intacts, scellés hermétiquement à la cire. Leurs étiquettes manuscrites étaient fanées mais lisibles. Elle parcourut lentement les étagères, lisant chacune d'elles. Des noms de plantes, certains familiers, d'autres qu'elle ne reconnaissait pas du tout. Des dates remontant jusqu'à 1959. De petites annotations à côté de chaque étiquette, de l'écriture précise et soignée de sa mère, formée par son métier de couturière. Puis elle trouva les carnets. Il y en avait 11, empilés en 2 piles soignées sur une longue table en bois, recouverts d'un tissu qui les avait protégés du plus gros de la poussière. Cora s'assit à la même table où sa mère avait passé des milliers de soirées tranquilles
et elle ouvrit le premier carnet. Ce qu'elle lut au cours des 3 heures suivantes changea tout. Sa mère n'avait pas été simplement une jardinière. Eleanor Whitfield avait passé 4 décennies à documenter et à préserver des herbes médicinales, en particulier les variétés sauvages et semi-sauvages originaires de la région des collines du Texas, qui disparaissaient rapidement à mesure que les terres étaient défrichées et développées. Elle avait été systématique d'une manière qui étonna Cora. Chaque plante était documentée avec son nom commun, son nom populaire, ses applications médicinales connues, transmises de génération en génération par les familles rurales du Texas, ses conditions de croissance, ses saisons de récolte, ses méthodes de préparation. Les carnets faisaient référence à des plantes qu'Eleanor avait collectées dans de vieilles fermes avant leur démolition, dans des exploitations familiales avant leur vente, dans des parcelles de végétation indigène avant leur défrichage. Elle les avait cultivées ici, sur ces 43 acres, et elle y avait conservé leurs graines et documenté tout ce qu'elle savait à leur sujet avec le dévouement silencieux d'une femme qui comprenait qu'elle préservait quelque chose que le monde entier jetait négligemment. La dernière entrée était datée de novembre 2002, quelques mois avant la mort d'Eleanor. Mes mains ne sont plus assez stables pour ce travail. J'ai fait ce que j'ai pu. Quelqu'un trouvera ça un jour. J'espère qu'il comprendra ce que c'est. Cora s'assit à la table de sa mère dans la lumière déclinante de l'après-midi, et elle lut ces mots 3 fois. Sa gorge se serra d'une manière qu'elle n'essaya pas de combattre. Quelqu'un trouvera ça un jour. Elle l'avait trouvé, à 81 ans, rejeté par ses fils, chassé sur un lot de terre que tout le monde avait oublié. Et elle l'avait trouvé. Elle ferma soigneusement le carnet, le tint dans ses 2 mains, et resta très immobile dans l'atelier silencieux tandis que le soleil du Texas descendait vers la crête de cèdre derrière la fenêtre. Puis elle se leva, glissa le carnet sous son bras et alla mettre la bouilloire à chauffer. Elle avait du travail à faire. Le lendemain matin, après avoir trouvé les carnets de sa mère, Cora se réveilla avant l'aube. Elle resta dans le noir, écoutant la région des collines s'installer dans le petit matin, les hiboux se taisant, les premiers oiseaux commençant à chanter, le vent se déplaçant à travers les cèdres en longues vagues lentes. Elle avait mieux dormi que depuis son arrivée, ce qui la surprit. Elle s'était attendue à ce que le poids de sa découverte la tienne éveillée, à y réfléchir, à douter d'elle-même. Au lieu de cela, elle avait dormi profondément et complètement, le sommeil de quelqu'un qui avait enfin trouvé ce qu'il cherchait sans savoir qu'il cherchait. Elle fit du café, le prit dehors sur les marches du porche et s'assit à regarder le ciel s'éclaircir au-dessus de la crête de cèdre à l'est. La propriété lui semblait différente ce matin. Toujours envahie par la végétation, toujours écrasante par son ampleur, toujours loin de ressembler à un semblant d'ordre. Mais le chaos semblait maintenant avoir un but, d'une manière qu'il n'avait pas auparavant. Quelque part sous ces décennies de croissance incontrôlée, le jardin de sa mère était toujours là. Elle en était certaine. Eleanor Whitfield avait planté trop soigneusement, trop délibérément pour que tout ait simplement disparu. Après le café, elle se rendit du côté sud de la maison avec le 5e carnet de sa mère, celui entièrement consacré à l'aménagement du jardin, et elle commença à lire. Sa mère avait dessiné des cartes, des schémas précis, dessinés à la main, des parterres de jardin avec chaque plante étiquetée et sa position notée par rapport à des points de repère fixes. Les vieux poteaux de clôture en cèdre, l'affleurement de calcaire le long de la limite sud, le léger creux où l'eau de pluie s'accumulait après de fortes averses. Cora parcourut le côté sud de la propriété, un carnet ouvert dans une main, faisant correspondre les schémas de sa mère au paysage devant elle. Et lentement, le jardin commença à se révéler. Pas visuellement, pas au début, mais structurellement. Les poteaux de clôture en cèdre étaient toujours là et leur position correspondait exactement au carnet. L'affleurement de calcaire était exactement là où Eleanor l'avait dessiné. Le creux était toujours là, recueillant toujours l'eau, une ligne sombre de végétation plus luxuriante traversant la brousse plus sèche. Et quand Cora s'accroupit dans la zone où le premier parterre de jardin aurait dû se trouver et écarta les couches d'herbes mortes et de feuilles, elle trouva un sol sombre et distinctement différent du sol environnant. De la terre amendée, de la terre travaillée, la terre de sa mère. Elle passa 3 jours à défricher le côté sud, travaillant dans la fraîcheur du matin avec une patience concentrée,
coupant les broussailles et retirant la couche de débris accumulée de ce qui se trouvait en dessous. Et le troisième jour, elle trouva le premier survivant. Il poussait dans le coin le plus éloigné de ce qui avait été le deuxième parterre de jardin, un petit groupe de plantes gris-vert aux feuilles étroites et aromatiques, d'apparence banale, le genre de choses que la plupart des gens arracheraient sans réfléchir. Mais Cora le reconnut grâce au carnet de sa mère. Elle rentra à l'intérieur et le confirma, comparant la forme des feuilles et le mode de croissance aux illustrations détaillées d'Eleanor. C'était de la sauge de Turk's Gap, une variété que sa mère avait notée comme étant de plus en plus rare à l'état sauvage dès 1975. Et la voilà, poussant tranquillement et obstinément dans les ruines du jardin d'Eleanor. Attendant, Cora s'assit sur ses talons et la regarda longuement. Elle trouva 7 autres survivants au cours des 2 semaines suivantes. La plupart étaient en mauvais état, stressés et envahis par la végétation concurrente, mais vivants. Pour chacun, elle dégagea soigneusement l'espace, amenda le sol environnant selon les spécifications de sa mère et documenta le tout avec des photos et des notes dans un nouveau journal qu'elle avait commencé à tenir. Elle faisait ce que sa mère avait fait. Elle réalisa qu'elle enregistrait tout, préservait le savoir, travaillait avec patience vers quelque chose qu'elle ne verrait peut-être pas entièrement achevé de son vivant. La belle-fille de Walt, une femme pragmatique nommée June, qui enseignait la biologie au lycée de Fredericksburg et avait entendu parler de la vieille dame excentrique vivant seule sur l'ancienne propriété Whitfield, passa un après-midi par curiosité. Elle resta 3 heures. Quand Cora lui montra les carnets et les plantes survivantes, June devint très silencieuse, de la manière dont les gens se taisent quand ils comprennent qu'ils sont près de quelque chose d'important. « Madame Whitfield, dit-elle avec précaution, je pense que je dois parler à quelqu'un à l'université. » Cora leva les yeux du parterre qu'elle défrichait. « Quelle université? » »« L'Université du Texas a un programme d'extension ici. Il y a une chercheuse qui étudie spécifiquement la perte de plantes médicinales indigènes dans la région du plateau d'Edwards. Elle travaille là-dessus depuis des années. » June fit une pause. « Les plantes que vous décrivez, celles de ces carnets, certaines sont sur sa liste de surveillance. Des plantes qu'elle essaie de localiser pour ses recherches. » Cora regarda le groupe gris-vert de sauge de Turk's Gap, petit et tenace dans sa parcelle de terre sombre défrichée. « Alors peut-être, dit-elle doucement, devrait-elle venir voir ce que ma mère a sauvé. » June passa l'appel ce soir-là. Le docteur Pendleton arriva 4 jours plus tard. Le docteur Pendleton arriva un mardi matin dans un camion poussiéreux de l'université avec un étudiant diplômé nommé Félix et un kit de terrain qui suggérait qu'elle était venue préparée à être impressionnée ou déçue, selon ce que les preuves justifieraient. Elle était plus jeune que Cora ne l'avait imaginé, au début de la quarantaine, avec une énergie concentrée et légèrement distraite de quelqu'un dont l'esprit est toujours partiellement ailleurs, traitant des choses que le reste du monde n'a pas encore remarquées. Cora la guida d'abord à travers le jardin, puis l'atelier, puis les carnets. Le docteur Pendleton parla très peu pendant la visite. Elle s'accroupit à côté des plantes, examina les feuilles, compara ses propres guides de terrain avec les illustrations d'Eleanor. Elle lut des passages des carnets avec l'attention minutieuse d'une personne lisant quelque chose qu'elle cherchait sans savoir où chercher. Félix photographia tout tranquillement derrière elle. Quand elles s'assirent enfin à la longue table en bois de Eleanor avec du thé, le docteur Pendleton posa ses mains à plat sur la surface et regarda Cora directement. « Madame Whitfield, comprenez-vous ce que votre mère a construit ici? » « Je commence à comprendre, » dit Cora. « Ces carnets sont un document ethnobotanique extraordinaire. Les plantes qu'elle a documentées, le savoir médicinal populaire qu'elle a préservé à leur côté, c'est exactement le genre de savoir intergénérationnel qui disparaît lorsque les communautés rurales âgées sont dispersées ou décèdent sans documentation. » Elle fit une pause. « Et les plantes survivantes, la sauge de Turk's Gap, seule, est significative. Mais les autres que vous avez trouvées, si elles sont ce que les archives de votre mère suggèrent, cela pourrait être l'une des collections privées les plus intactes d'espèces médicinales indigènes de toute cette région. » Cora versa plus de thé. « Que voudriez-vous faire à ce sujet? » Le docteur Pendleton la regarda avec quelque chose qui ressemblait à du soulagement. « J'aimerais vous aider à le restaurer correctement, avec des ressources et un soutien à la recherche. Nous avons des subventions spécifiquement pour ce genre de travail de récupération.
Nous pourrions faire venir des étudiants diplômés ici pour aider au défrichage et à la plantation. Nous pourrions numériser les carnets de votre mère, les comparer avec les recherches existantes, identifier exactement ce que vous avez. Cora resta silencieuse un moment. Ma mère n'a pas préservé ces choses pour qu'elles deviennent un laboratoire. Le docteur Pendleton hocha immédiatement la tête. Je comprends tout à fait. Ce serait votre projet, votre terre, l'héritage de votre mère. Nous fournissons un soutien. Vous gardez le contrôle. Le but n'est pas l'extraction. C'est la restauration et la documentation. Un document vivant, pas un spécimen collecté. Cora y réfléchit longuement, regardant par la fenêtre de l'atelier le jardin sud, où les survivants de sa mère se remettaient lentement dans leur parterre défriché. Puis elle hocha la tête. Ils commencèrent le mois suivant. Ce qui arriva à la propriété au cours de l'année suivante fut le genre de transformation qui se produit lorsque les bonnes ressources rencontrent le bon objectif au bon moment. Des étudiants diplômés vinrent les week-ends et défrichèrent les parterres de jardin restants avec des mains prudentes et informées, guidées par les cartes des carnets d'Eleanor. Le sol fut amendé et préparé. Les graines collectées sur les plantes survivantes furent germées dans une petite serre que Walt aida Cora à construire avec du bois de récupération et des panneaux de polycarbonate le long du côté et de la maison. L'équipe du Dr. Pendleton identifia 4 espèces supplémentaires dans la collection de graines d'Eleanor qui étaient considérées comme localement éteintes depuis des décennies. Leurs graines, soigneusement conservées dans des bocaux scellés à la cire, étaient encore viables après 20 ans de stockage non perturbé. Chaque germination réussie semblait à Cora une conversation reprise à travers le temps. Sa mère avait commencé des phrases il y a 40 ans que Cora ne faisait que terminer maintenant. La maison elle-même fut entièrement restaurée au milieu de l'été. Walt avait organisé une petite équipe d'hommes du coin qui travaillaient les week-ends et, ensemble, ils remplacèrent le toit, reconstruisirent le porche, réparèrent le mur extérieur fissuré et restaurèrent la plomberie et l'électricité partout. La maison qui était grise et en ruine à l'arrivée de Cora devint quelque chose de propre, de solide et de profondément elle-même à nouveau. Le genre de maison qui semblait avoir toujours su ce qu'elle était. Mais c'est ce qui poussait à l'extérieur de la maison qui attirait des gens. La nouvelle se répandit comme les choses se répandent dans les petites communautés, par la conversation et la curiosité. Une femme de Fredericksburg mentionna la restauration à son club de jardinage. Le club de jardinage visita les lieux. Un membre écrivit à ce sujet pour un bulletin d'information régional. Le bulletin parvint à un journaliste qui couvrait l'agriculture durable et la conservation des plantes indigènes dans la région des collines du Texas. Le journaliste vint, passa un après-midi avec Cora et publia un article qui fut largement partagé en ligne. En quelques semaines, Cora commença à recevoir des lettres et des courriels transmis par l'université. Certains provenaient de chercheurs, d'autres de femmes âgées qui avaient lu ce qu'elle faisait et voulaient savoir si elle pouvait venir aider. D'autres et encore de familles qui avaient hérité de collections similaires de vieux carnets et de plantes séchées et n'avaient jamais su quoi en faire. Elle répondit à tous. Les femmes âgées vinrent en premier. Agatha arriva de Comfort, 78 ans et herboriste de longue date, avec un savoir qu'elle portait seule depuis des années sans personne à qui le transmettre. Lorraine vint de Courville, 69 ans et récemment veuve, cherchant quelque chose à faire de ses longues journées tranquilles. Evelyn conduisit 2 heures depuis Bernie parce qu'elle avait passé 30 ans comme infirmière et comprenait les plantes médicinales mieux que la plupart des médecins avec qui elle avait travaillé. Mabel vint en dernier, 81 ans, comme Cora, l'œil vif et délibéré, qui dit le premier jour qu'elle attendait quelque chose comme ça sans savoir que ça existait. Elles deviendront le cœur de ce que la propriété devenait tranquillement. Pas seulement un jardin, une communauté. Gérald vint un samedi d'octobre, 7 mois après que Cora eut quitté San Marcos. Elle savait qu'il venait parce que Walt avait vu une voiture inconnue tourner sur le chemin de terre et lui avait envoyé un texto depuis la serre où il travaillait. Un SUV noir d'apparence chère. Cora avait souri à son téléphone, l'avait posé face contre la balustrade du porche et avait attendu, les mains enroulées autour de son thé du matin. Elle entendit la voiture avant de la voir, le son de pneus de ville se déplaçant avec incertitude sur une route pour laquelle ils n'étaient pas conçus. Puis elle apparut à travers la lisière des arbres et se gara au bord de la cour défrichée. Gerald sortit le premier,
puis Theo, qui était apparemment monté d'Austin pour rejoindre son frère. Ils se tinrent à côté de la voiture et regardèrent ce qui se trouvait devant eux. Cora les regarda voir. La maison était entièrement restaurée, son extérieur en calcaire propre et solide. Le porche reconstruit était suspendu de bouquets d'herbes séchées et flanqué de profonds parterres de jardin débordant de croissance de fin de saison. Le jardin sud était visible de là où il se tenait, aménagé en parterres soignés séparés par des sentiers en pierre, denses de plantes de toutes les nuances de vert, d'argent et de gris. La petite serre brillait le long du mur est. Des panneaux peints à la main identifiaient les plantations. Des saveurs de gravier parcouraient la propriété avec une intention claire. Cela ne ressemblait en rien à la ruine qu'ils avaient méprisée. Cela ressemblait à quelque chose qui avait été ramené à la vie par l'amour. Gerald se fraya un chemin sur le sentier vers le porche. Theo derrière lui. Agatha et Lorraine travaillaient dans les parterres de jardin éloignés et levèrent toutes deux les yeux au passage des deux hommes. Agatha ne dit rien mais les regarda avec l'expression d'une femme qui réserve son jugement. Gerald s'arrêta au pied des marches du porche. « Maman, Gerald, Theo. » Cora garda une voix égale. « C'est inattendu. »« Nous aurions dû appeler, » dit Theo. Il semblait vraiment mal à l'aise, ce que Cora nota. Gerald regarda lentement autour de lui, observant le porche restauré, les bouquets d'herbes, les panneaux, le jardin qui s'étendait derrière eux. « Maman, c'est remarquable. Ce que tu as fait ici... »« Ce que j'ai fait, » dit Cora. « Pas ce à quoi vous vous attendiez. » Gerald eut l'honnêteté de soutenir son regard. « Les deux, je suppose. » Elle désigna les chaises sur le porche. « Asseyez-vous. » Ils s'assirent. Pendant un moment, personne ne parla. Un pic vert travaillait régulièrement sur l'un des cèdres le long de la propriété. De la serre venait le faible son de waltz sifflant, quelque chose sans mélodie. « Nous avons entendu parler du partenariat avec l'université, » dit finalement Theo. « Gerald m'a montré l'article. Nous n'avions aucune idée, maman. Des carnets de grand-mère, de tout ça. » Personne n'a demandé, dit Cora. Ce n'était pas sec, simplement factuel. Vous aviez déjà décidé de la valeur de cette terre avant même de penser à y jeter un œil. Gerald se pencha en avant, les coudes sur les genoux. « C'est juste. » Il le dit doucement, et elle crut qu'il le pensait. « Nous t'avons traité comme nous l'avons fait parce que nous nous sommes convaincus que nous étions responsables. Pratique. Nous nous sommes dit que c'était pour ta sécurité. » Et l'était-ce? Il resta silencieux assez longtemps pour que la réponse soit claire. « En partie, dit-il mort, mais pas entièrement. C'était aussi par commodité. Parce que nous ne savions pas comment faire de la place pour quelque chose qui ne cadrait pas parfaitement avec nos vies. » Il fit une pause. « Tu méritais mieux que ça, je le sais maintenant. » Cora regarda son fils aîné, le garçon qu'elle avait élevé à travers une enfance difficile et une adolescence incertaine, l'homme qu'il était devenu, capable, réussi et véritablement limité de manière qu'il commençait seulement à comprendre. Elle sentit quelque chose de complexe la traverser. Pas le pardon, pas encore, peut-être jamais sous une forme simple, mais la reconnaissance. Elle pouvait le voir clairement, sa petitesse et son potentiel à la fois. « Pourquoi êtes-vous ici, Gerald? » demanda-t-elle sans méchanceté. Louis et Theo échangèrent un regard. « Nous voulions te voir et nous voulions nous excuser correctement, en personne. Et nous voulions savoir s'il y avait quelque chose que nous pouvions faire pour aider avec tout ça. » Cora posa son thé. Elle regarda le jardin sud où les plantes de sa mère prospéraient dans la lumière d'octobre. Elle pensa à Eleanor, patiente et méconnue, préservant des choses que le monde était trop négligent pour remarquer. Elle pensa aux 11 carnets, aux bocaux scellés à la cire et à la fois tranquilles, d'une femme qui travaillait sans aucune certitude que quelqu'un continuerait ce qu'elle avait commencé. Elle se tourna vers ses fils. « Je vais vous dire ce que j'ai dit à Walt quand il m'a aidé à emménager, dit-elle. Je n'ai pas besoin d'être secouru. Je n'en ai jamais eu besoin. Ce dont j'ai besoin, ce sont des gens prêts à faire le vrai travail. » Gerald hocha lentement la tête. « Quel genre de travail? » Cora se leva et prit ses gants de jardinage sur la balustrade du porche. « Suivez-moi, dit-elle. » Elle les conduisit dans le jardin sud sans regarder en arrière. Et après un bref moment d'hésitation, ses deux fils la suivirent sur le sentier de gravier, entre les plantes survivantes de leur grand-mère, vers le travail qui attendait déjà. L'hiver arriva doucement dans la région des collines cette année-là. Les jardins se turèrent comme le font les jardins,
ramenant leur énergie vers les racines et le sol, stockant ce qu'ils avaient accumulé pendant les mois chauds pour les mois froids. Cora s'était attendue à ressentir la lenteur de l'hiver comme une frustration, la pause forcée après une année de mouvement constant vers l'avant. Au lieu de cela, elle découvrit qu'elle l'accueillait. Il y avait un autre type de travail qui appartenait à l'hiver. La documentation, la planification, le travail minutieux et sans hâte de mettre les choses en ordre pour que le printemps ait quelque chose de solide sur quoi construire. Elle passait ses soirées à la longue table en bois d'Eleanor, mettant à jour les journaux de la propriété, correspondant avec l'équipe du Dr. Pendleton sur le calendrier de plantation de l'année à venir, écrivant des lettres aux familles qui l'avaient contactées au sujet de leur propre collection héritée de vieux carnets et de plantes séchées. Il y en avait 11 maintenant, des familles dispersées à travers la région des collines et au-delà qui avaient lu ce que Cora avait construit et y avaient reconnu quelque chose de leur propre histoire. 3 avaient déjà apporté leur collection en personne. 2 autres avaient accepté de les donner au projet de préservation au printemps. Le travail de sa mère s'étendait vers l'extérieur exactement comme les êtres vivants s'étendent lorsqu'on leur donne les bonnes conditions. Gerald et Théo revinrent. Cela la surprit plus qu'elle ne s'y attendait. Gerald vint 3 samedis de suite en novembre, arrivant tôt et travaillant sans se plaindre aux côtés de Walt et des étudiants diplômés, apprenant la différence entre les plantes à sauver et les espèces envahissantes à enlever. Apprenant à lire le jardin comme Cora l'enseignait lentement à tous ceux qui venaient ici. Il amena sa plus jeune fille le 3e samedi, une jeune fille de 16 ans nommée Claire, qui avait les yeux sombres de son arrière-grand-mère Eleanor et un intérêt inattendu pour les carnets médicinaux qui rendit Cora discrètement heureuse d'une manière qu'elle ne pouvait pas entièrement articuler. Théo vint une fois avant Noël, resta 2 jours, dormit dans la chambre du loft restauré. Ils parlèrent en plus en ces 2 jours qu'au cours des 2 années précédentes. Il lui posa des questions sur Eleanor, sur l'histoire de la propriété, sur ce qu'elle prévoyait pour les années à venir. Il écouta d'une manière qu'il n'avait jamais écoutée auparavant, sans l'impatience sous-jacente qu'elle avait ressentie de la part de ses 2 fils lorsqu'elle vivait dans la maison de Gerald. Elle ne dit à aucun d'eux que tout était pardonné. Ce n'était pas le cas, pas complètement, et elle avait décidé qu'elle ne devait à personne un pardon qu'elle ne ressentait pas sincèrement. Mais elle pouvait contenir à la fois la blessure et la relation. Elle avait appris qu'elle pouvait se souvenir clairement de ce qui avait été fait et choisir quand même d'aller de l'avant. Ce n'était pas exactement le pardon. C'était quelque chose de plus exigeant que le pardon. C'était la décision de continuer. En février, le Dr. Pendleton appela pour lui dire qu'un article documentant la collection de la propriété avait été accepté par une revue d'ethnobotanique à comité de lecture. L'article mentionnait Eleanor Whitfield comme collectrice principale et Cora Whitfield comme responsable de la préservation et de la restauration. Cora resta longtemps avec cette nouvelle après la fin de l'appel. Le nom de sa mère imprimé dans une revue scientifique. Un crédit accordé avec 40 ans de retard à une couturière de Fredericksburg qui avait compris quelque chose d'important que le reste du monde était trop occupé pour remarquer. Elle pensa qu'Eleanor aurait ri de cette attention. Puis elle pensa que peut-être Eleanor aurait ressenti, tranquillement et en privé, que c'était juste. Le printemps arriva et les jardins se réveillèrent. Cora se tint sur le porche un matin de mars, 1 an presque jour pour jour après avoir quitté la maison de Gerald à San Marcos, et elle regarda ce que la propriété était devenue. Le jardin sud était maintenant entièrement restauré. Chaque parterre que sa mère avait dessiné dans ses schémas de carnet soignés était planté, entretenu et commençait à montrer le premier vert de la nouvelle saison. La serre fonctionnait à pleine capacité, faisant germer les graines collectées l'automne précédent, poursuivant le travail de propagation qui distribuerait éventuellement ces plantes à d'autres jardins, d'autres réserves, d'autres endroits où elles prendraient racines et persisteraient. Des panneaux peints à la main le long des sentiers nommaient chaque plante de 3 manières. Son nom commun, son nom populaire et la notation personnelle d'Eleanor tirée des carnets. Agatha était déjà dans les parterres éloignés avec ses outils. Lauren arriva à travers la lisière des arbres à pied, comme elle y arrivait toujours, ayant décidé qu'elle préférait marcher les 800 mètres depuis l'endroit où elle garait sa voiture. Evelyn et Mabel arrivèrent ensemble peu après, comme elles le faisaient presque toujours maintenant. Walt était dans la serre,
Felix, de l'équipe du Dr. Pendleton, était attendu en milieu de matinée. Claire, la fille de Gerald, avait demandé si elle pouvait venir pendant les vacances de printemps. Cora avait dit oui immédiatement. Elle rentra, fit du thé et se tint à la fenêtre de la cuisine, regardant le jardin sud pendant que la bouilloire chauffait. Elle pensa à la femme qu'elle avait été un an plus tôt, assise dans le salon de Gerald, regardant des brochures pour la résidence Cedar Ridge, écoutant ses fils lui expliquer avec une patience prudente pourquoi son temps de vivre, selon ses propres termes, était révolu. Elle pensa au trajet jusqu'ici, l'acte de propriété rouillé au fond de son sac de voyage. Le visage de Walt quand il avait vu la maison pour la première fois. L'odeur de l'atelier quand elle avait ouvert la porte pour la première fois. L'écriture de sa mère sur 11 carnets. La sauge de Turk's Gap poussant tranquillement dans les ruines du deuxième parterre de jardin. Attendant avec une patience qui avait survécu à tout ce que le monde lui avait jeté. Elle pensa à ce qu'elle avait construit ici. Pas seulement le jardin restauré, pas seulement le projet de préservation, pas seulement le partenariat universitaire et la collection documentée et le réseau croissant de familles apportant leur propre savoir hérité à la lumière. Mais la communauté. Agatha, Lauren, Evelyn et Mabel, des femmes à qui on avait dit que leurs années utiles étaient derrière elles et qui étaient venues ici et avaient découvert que c'était un mensonge. Walt, qui avait conduit 2 heures juste parce qu'elle avait appelé et demandé et n'était jamais vraiment partie. Claire, 16 ans, lisant les carnets de son arrière-grand-mère avec une curiosité sincère. Gerald, avec ses gants de travail, apprenant à distinguer une plante d'une autre. C'était la vraie chose que sa mère avait préservée, pas seulement les plantes. La compréhension que les vieilles choses contiennent encore, que le savoir accumulé au cours d'une vie n'était pas diminué par l'âge mais approfondi par lui. Que l'habitude du monde de rejeter ses aînés n'était pas de la sagesse, mais du gaspillage, une négligence qui coûtait à chacun quelque chose d'essentiel. Cora avait 81 ans. Ses mains tremblaient parfois. Elle se déplaçait lentement et délibérément et se reposait quand elle en avait besoin. Son corps n'était plus ce qu'il avait été, et elle ne se faisait aucune illusion à ce sujet. Mais elle se réveillait chaque matin avec un but qui remplissait entièrement la journée. Et elle se couchait chaque soir en ayant fait un travail qui comptait. Et elle vivait au sein d'une communauté qui la voyait clairement et appréciait ce qu'elle y apportait. Ce n'était pas une diminution. Ce n'était pas la fin de quelque chose. C'était une vie pleinement et précisément vécue sur un terrain qui était entièrement le sien. Elle versa son thé dehors. Le jardin de la région des collines se réveillait au printemps et Tidham. Les plantes de sa mère revenaient comme elles revenaient toujours, patientes, persistantes et magnifiques dans leur manière posée. Et Cora Whitfield, 81 ans et entièrement inachevée, posa sa tasse, enfila ses gants de jardinage et sortit dans le matin pour les rencontrer. À suivre, vous avez 2 autres histoires exceptionnelles directement sur votre écran. Si celle-ci vous a plu, vous ne voudrez pas les manquer. Cliquez simplement pour les découvrir et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos publications.